Je vais tenter, effectivement. Juste auparavant, féliciter Fabrice du Centre culinaire contemporain. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, donc parler de dinde, c'était vraiment le jour pour le faire, effectivement. Je n'ai pas fait exprès non plus. Il y en a une qui sera sauvée ce soir. C'est ça. Donc, nouvelle expérience de shopping. On a parlé beaucoup des mutations tout à l'heure dans les comportements de consommation et les influences écologiques, économiques, démographiques, etc., technologiques. La plus grosse mutation que nous vivons aujourd'hui dans le monde, notamment agroalimentaire, c'est la mutation des circuits de distribution. Les consommateurs, et notamment les consommateurs urbains, consacrent, on l'a dit déjà, de moins en moins de temps à leur alimentation au global, donc que ce soit l'approvisionnement, la préparation, la consommation. Et donc il y a vraiment une mutation dans ces modes d'approvisionnement qui deviennent multicanaux. Progression de consommation de produits préparés hors domicile qui vont être livrés ou achetés ou consommés à domicile ou hors domicile. Et donc une nécessité de la part de la distribution en fait de repenser et de reproposer des expériences shopping aux consommateurs pour faire réadhérer ce consommateur. Donc plus de services, de conseils, il faut réinventer des parcours clients en magasin. Et donc le message que je voudrais vraiment vous faire passer, c'est que les produits ne peuvent plus se contenter d'attendre le consommateur sagement sur les tablettes d'un hypermarché ou d'un supermarché. Il faut vraiment qu'il aille au-devant du consommateur, que ce soit par la livraison, par de la distribution automatique, par ce que vous voulez, mais voilà, le produit doit aller à l'encontre de son consommateur. Donc on a vu ces dernières années un grand retour des convenience stores. Moi, quand j'étais petite, j'allais pas chez Mammouth, j'allais chez Félix Potin, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes horaires d'ouverture, mais qui avait il n'y avait pas encore les gros hypermarchés. Et donc en ville, on allait chez Félix Potin. Et donc maintenant, on voit des convenience stores un peu sur le système du 7-Eleven, qui sont ouverts depuis 7h le matin jusqu'à 11h le soir, le dimanche compris, et qui rendent service à tout le monde. Ils ont évidemment une offre qui est assez restreinte, mais qui est très adaptée à leur zone de friandise. Et donc, on voit qu'en 10 ans, le nombre de magasins de plus de 100 mètres carrés a doublé à Paris et qu'il a progressé de 39% à l'échelle nationale. Donc, ce n'est pas seulement urbain. On voit avec les Carrefour Contact, par exemple, ou avec les Sherpas, ou avec les etc. Toutes les petites surfaces qui sont très adaptées à leur environnement. On a des nouvelles expériences de shopping en magasin. Donc là, on a des hypermarchés qui essayent de proposer justement des nouvelles choses. Donc on va pouvoir consommer sur place. On va avoir, par exemple, au Carrefour de Bayonne, des produits locaux qui vont être mis très à l'honneur à l'entrée du magasin. Des produits régionaux, locaux. On va avoir des chefs qui vont cuisiner. On va avoir la possibilité de ramasser des salades qui poussent directement dans les rayons des supermarchés. Donc ultra fraîche, évidemment, ultra locale, ultra fraîche. Mais aussi, on a ce qu'on appelle, ce que Olivier Dauvert, je vais rentrer à César, ce qui est à César, appelle la distriration. Donc un mix entre distribution et restauration. Donc on va avoir par exemple chez Nicolas, qui était jusque-là vendeur d'alcool majoritairement, on va pouvoir boire un verre, on va pouvoir déjeuner désormais. On va pouvoir avoir dans un bus visiter Paris à la fois et puis déguster des vins français. Donc une autre façon aussi d'avoir un restaurant qui bouge et qui vous propose des choses, pas seulement le bateau-mouche, mais avec un Bacchus-bus. Leclerc va sortir des magasins qui font que des jouets. Donc on va avoir aussi une spécialisation dans les voilà, au lieu de l'hypermarché qui est multi-produits, on va avoir peut-être maintenant plus de magasins spécialisés, Tim Franfray, effectivement. Starbucks qui propose un endroit de torréfaction de café, donc où il va vendre du café, plutôt que des cafés à boire directement. Donc c'est un peu l'inverse. Disons, ça marche dans les deux sens. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que le consommateur cherchait à avoir des produits personnalisés. Donc là, on a l'exemple du Carrefour de Villiers-en-Bière qui propose d'avoir des produits personnalisés en magasin, ou cette entreprise qui peut personnaliser des produits grâce à de la gravure laser sur n'importe quoi. Donc ça peut être des produits cosmétiques, mais ça peut être des produits alimentaires, ça peut être des petites machines qui vont être par exemple dans une parfumerie et qui, voilà, vous allez acheter un parfum à votre belle-mère à Noël, puis vous allez marquer Joyeux Noël dessus, vous allez graver ou personnaliser ou mettre sa photo, peu importe.
On a un débarquement de la part des Américains qui arrive avec notamment le concept Costco, qui est un club entrepôt que le premier magasin va sortir l'année prochaine dans l'Essonne. C'est un magasin qui marche avec une adhésion annuelle qui va vous permettre aux consommateurs de bénéficier d'éditions limitées de produits frais, de réductions, etc. Donc c'est vraiment un magasin type entrepôt et qui fonctionne merveilleusement aux États-Unis. On a des démarches locales, éthiques, solidaires. On l'a vu, donc ça peut être des magasins collaboratifs type la Louve, où les consommateurs vont donner de leur temps pour faire marcher le magasin. Donc ça va réduire évidemment les coûts de personnel. Mais ça peut être aussi tout ce qui est AMAP, les paniers bio, les potagers collaboratifs, les potagers urbains, tout ce qui peut être autour de cette consommation collaborative et solidaire. L'agriculture urbaine, donc l'hyperlocal, on l'a vu tout à l'heure, qui se met en place. Et effectivement, avec des choses qui vont être... À Paris, par exemple, vous avez maintenant des fraises qui vont pousser toute l'année dans des containers et qui sont donc hyper locales et livrées toute l'année. Mais ça existe pour les tomates, etc. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis simplement c'est en place, c'est en cours. Il y a des fermes verticales qui se mettent en place à Lyon, notamment. Donc voilà, de l'agriculture urbaine. Les nouvelles technologies, on en parlait tout à l'heure, avec des plateformes de commandes, évidemment le Drive chez nous, mais des commandes des magasins virtuels, des commandes en ligne, toutes les applications smartphones, etc. Bien évidemment, la livraison. Donc on a parlé tout à l'heure déjà de la livraison des restaurants, et avec même des livraisons qui se font, des restaurants qui n'ont plus de salles, mais les magasins, donc évidemment Amazon a commencé avec son Amazon Prime à livrer en 1 heure, Carrefour Express le fait maintenant, donc de plus en plus la livraison des courses, donc ça vous arrive directement chez vous. La Belleville livre en région parisienne en moins d'1 heure tous les produits, on livre avec des drones, on livre des box. Donc là encore, c'est une nouvelle façon, une nouvelle expérience pour un consommateur qui va recevoir tous les mois, ou du moins de façon périodique, des produits qu'il n'aura pas forcément choisis, mais un concept. Donc ça peut être des nouvelles découvertes de nouveaux vins ou de nouveaux produits cosmétiques, etc. Donc les box qui se développent beaucoup aussi. Des partenariats qui n'existaient pas jusque-là. Donc Franprix avec Alloresto, par exemple. Donc on peut se faire livrer ses courses Franprix via le site Alloresto désormais. Partenariat entre Amazon, Bio C'est Bon, Lavinia, Fauchon. Donc tous les produits des magasins Bio C'est Bon, Lavinia, Fauchon peuvent être livrés par Amazon Prime en 1 heure, de la même façon. Donc là encore, les produits sortent des magasins, n'attendent plus le consommateur et se font livrer. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. Donc voilà, pour les clients de Amazon Prime, on propose maintenant, c'est encore plus simple, on n'a plus besoin d'aller sur le drive, on n'a plus besoin il suffit d'appuyer sur le bouton et les produits vous sont livrés. Donc évidemment, là on se rend compte que c'est sur les produits de tous les jours, les produits classiques, et là encore, on va dire qu'il y a une polarisation entre ces produits de fond de rayon, qui sont effectivement ceux, Isabelle le disait ce matin, qu'on va retrouver sur le drive, c'est le plus simple, donc tous les produits classiques où on ne réfléchit pas, où on ne choisit pas une marque, où on ne choisit pas un prix, où c'est vraiment l'habitude. Et puis, il y a de l'autre côté des produits peut-être plus plaisir, qu'on va aller rechercher, où on va vouloir une autre expérience pour ce type de produit-là.
Et là, on a d'autres solutions. Les marques, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, descendent dans la rue. Donc on a eu l'atelier Charal qui a été sorti, un atelier dans le quartier des Halles à Paris, où on propose à la fois d'acheter, voilà, il y a des bouchers qui vous vendent de la viande, les produits Charal bien évidemment, mais vous pouvez aussi avoir des cours autour de la viande. Vous pouvez même déguster sur place. Donc il y a vraiment, voilà, une nouvelle expérience proposée. Nutella, Bonduelle, Danone, etc., Senoble, plus récemment, qui ont fait ce type de magasin, qui soit éphémère ou non, mais qui propose de à la fois parler en direct aux consommateurs. C'est aussi une façon d'instaurer un circuit un peu plus court et plus de proximité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les marques font des partenariats avec les magasins également pour être beaucoup plus visibles, donc avec donc sur, tous les rayons sont concernés et avec un merchandising qui est beaucoup plus agressif et qui les met beaucoup plus en valeur dans le rayon. Donc pour conclure, à une époque de forte mutation, on l'a vu, les consommateurs qui dictent désormais les orientations du marché, circuit de distribution forte mutation et avec une recherche de proximité de la marque de la part des consommateurs et ces produits qui ne peuvent plus se permettre d'attendre le consommateur. Voilà, il faut absolument intégrer le mode de distribution. Donc tout à l'heure, je vous disais, dans votre démarche d'innovation, remettre le consommateur au cœur de vos réflexions, mais ne pas oublier d'intégrer le mode de distribution. Donc comment votre produit que vous allez inventer demain, il va être acheté par le consommateur, où est-ce qu'il va le trouver, comment il va être distribué, et voilà, il faut vraiment le mettre dans le processus d'innovation de l'entreprise. Et je vous remercie. Merci à nouveau, Sophie. Oui, je voudrais... nous vivons quelque chose d'extraordinaire et pour bien en avoir conscience, il est important d'avoir des repères. Nous vivons, pour Michel Serres, que vous connaissez, économiste et philosophe, pour lui, il y a 3 grandes révolutions. La première était la révolution de l'écriture, lorsque l'homme a écrit. Donc Socrate parlait, Platon a écrit, donc déjà on a eu une révolution qui a été fondamentale pour l'humanité. La deuxième a été celle de l'invention de l'imprimerie. Et là, effectivement, le livre est apparu et on a fait effectivement une révolution. Et la troisième est la révolution numérique. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la population, l'humanité, ne met pas au niveau de ce que nous vivons. Et nous sommes effectivement dans une transformation numérique, et je fais bien la différence entre l'informatique et le numérique. L'informatique, nous sommes dans une science, le numérique, nous sommes dans une culture. Et effectivement, ce que nous vivons est un cataclysme. Et ce cataclysme est en train de révolutionner effectivement notre mode de penser, de travailler. Schumpeter le disait très bien, nous sommes dans la destruction créative. Nous sommes obligés de détruire des pans entiers de l'activité, de l'économie, de la société, pour créer un nouveau monde. Sauf que ce monde, aujourd'hui, nous allons à la vitesse de la lumière. Notre territoire n'est plus le quartier, n'est plus le département, n'est plus un pays, c'est la planète. La difficulté, c'est d'être représentés, les 7 milliards d'individus que nous sommes sur cette planète, pour voir comment on peut intégrer, comment on peut consommer différemment, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, tout a été inventé. Ce que nous avons acquis pendant des millénaires, nous l'avons acquis, la transmission a été longue, nous sommes véritablement dans des racines très fortes. Là, il faut disrupter. Ça veut dire qu'il faut être véritablement d'une manière transversale. Et le numérique concerne toutes les couches de l'activité, toutes les couches de la société, toutes les couches politiques. Il n'y a pas un élément où le numérique n'impacte pas effectivement la société. Alors le sujet, aujourd'hui, c'est le e-commerce, bien sûr, mais il est important de comprendre que sur ce commerce-là, il y a effectivement une accélération. Vous avez tous connu, dans les années 80, le Minitel, c'était déjà le e-commerce. Pour ceux qui ont connu, on faisait 3615 de la Redoute et on commandait ces petits colis à la Redoute et le e-commerce arrivait. La France a été un des initiateurs, une avancée technologique qui a été fulgurante. Il n'a pas su conserver cette avancée et Internet est arrivé dans les années 90 et Internet, effectivement, a disrupté un mode de communication, un mode de transition, un mode de commerce. Et dans les années 2000, et la photo, j'ai trouvé la photo
vraiment symptomatique de ce que nous vivons. Dans les années 2000, vous voyez, la population, il y avait un tout petit téléphone qui n'était pas encore un smartphone qui était là. Et quelques années plus tard, 10 ans après, ce que vous connaissez dans tous les spectacles ou autres, qui dans la salle n'a pas un smartphone dans sa poche, c'est l'outil aujourd'hui qui est en train de, effectivement, d'être l'allié de l'individu. Pourquoi? Parce que ça fait partie aujourd'hui, comme dit Michel Serres une nouvelle fois, dans un livre que je recommande qui s'appelle Petite Poussette. Pourquoi? Tout simplement Petite Poussette parce que ce pouce qui est devenu très habile, alors je ne sais pas dans les générations futures comment il va s'atrophier et comment il va se développer, mais il va avoir une proposition qui va être complètement différente. Effectivement, quand on prend cet appareil qu'on appelle le smartphone, cette année, il va s'en vendre 1,5 milliard sur la planète. Donc, ce qui veut dire que... Alors, on dit un smartphone qui est une aberration, parce que 15% de l'activité, ce n'est pas un téléphone, 15%, ce n'est que le téléphone. Les 85% restants, c'est une utilisation qui est tout autre. Ça veut dire que je vais aller pouvoir faire du commerce, aller regarder mon agenda, utiliser mon appareil photo, va avoir effectivement toutes les utilisations que dans le commerce, on va pouvoir utiliser. Il y a tout temps, il y a tout moment, parce qu'il est vraiment le prolongement aujourd'hui de l'individu. Il nous suit partout parce qu'il vérifie comment on dort, comment on marche, comment on mange, comment on a des tas d'applications qui ont été faites. Et de e-commerce où nous étions dans l'Internet, on est passé au M-commerce. Le M-commerce, c'est quoi? C'est tout simplement le commerce mobile. Ce qui va faire que si j'ai besoin de commander un avion ou de changer mon horaire d'avion tout à l'heure, je ne vais pas aller sur Internet, je vais prendre mon application que j'ai téléchargée, j'irai sur Air France, modifier, je vais faire un acte de commerce. Le mode de paiement, il sera entièrement intégré parce que ma carte bleue est intégrée dans Apple Pay et je pourrai faire la transaction. Comme je pourrais prendre mon taxi tout à l'heure dans Uber, où je n'aurais même pas à payer ma carte bleue, parce qu'une fois la course finie, je ferai la notation. Je reviens sur la notation, parce que la notation 5 étoiles, pour moi, me paraît fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est venue au niveau du consommateur, où il y a une équité entre le vendeur et l'acheteur. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'équité et personne ne s'est noté. Si on prend, par exemple, le cas de Uber, lorsque je montre dans un taxi Uber, je sais que le chauffeur qui va me prendre, il est noté entre 0 et 5 étoiles. Donc s'il a 3 étoiles ou moins, je vais le refuser. Et moi, en tant que client, on m'a noté aussi, et le nombre d'actes qui ont été faits, je suis entre 0 et 5 étoiles, mais comme aujourd'hui je suis à 4,5, mais le chauffeur sera content de prendre pour me déplacer d'un point à un autre. Donc la notion de 5 étoiles est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va réguler, elle va donner une dimension d'équité entre l'acheteur et le vendeur systématique. Et comme le mode de paiement disparaît, parce qu'il devient virtuel, parce que de plus en plus il devient virtuel, parce que c'est tellement simple d'acheter sans sortir un billet, parce que jusqu'à présent, quand vous sortez un billet de 50 euros, de 100 euros, vous avez une notion d'achat. Lorsque vous payez aujourd'hui avec un smartphone, vous n'avez pas de notion d'achat. Vous faites la transaction, tout simplement, et même il y a un pays du Nord, je crois que c'est la Finlande ou la Norvège, qui a mis dans sa constitution la fin de l'argent fiduciaire. Ça veut dire que l'argent va disparaître. Ça veut dire que dans le mode de fonctionnement, lorsqu'on ira dans un supermarché demain, il y a des tests qui ont été faits, nos caddies seront remplis de capteurs RFID ou autres, et on pourra passer la transaction sans arrêter, parce que ce sera logique, on ira charger son caddie, et on aura décompté directement sur le caddie, et on passera, donc on ne va plus avoir cette frontière de l'acte de paiement à travers l'hôtesse de caisse qui sera en transition. Alors les transitions des achats, on les connaît, vous les connaissez sûrement mieux que moi. Effectivement, aujourd'hui, ce sont les petits objets qui s'achètent facilement. L'alimentaire, effectivement, aujourd'hui, n'a pas une nécessité d'acheter sa boîte de raviolis qu'on aime effectivement, qu'on apprécie, ou un acte d'achat ou une salade. Ça va être les objets, effectivement, qui vont être les objets soit de livres, soit d'habillement, soit de hi-fi. Et effectivement, les pure players, et Madame le disait, effectivement, sont en train aujourd'hui de muter et donner une proximité à l'acte de commerce. Pourquoi? Parce que lorsque je vais acheter un très grand écran ou une super chaîne hi-fi ou autre, je vais vouloir véritablement savoir ce que j'achète et effectivement, à travers l'acte d'achat,
ben, le pure player apparaît et aujourd'hui, les Cdiscount ou autres sont en train de créer des chaînes de petites boutiques qui vont donner de la proximité. Dans le commerce mobile, on a une disruption qui se fait effectivement dans le e-commerce qui a été l'acte qui est le plus ancien et qui continue à fonctionner. On a effectivement le m-commerce qui a un taux de progression qui est bien plus large et bien plus fort. Pourquoi? Parce que ce device que nous avons, parce que sachez que, comme la photo le montrait, la diapositive auparavant, l'ordinateur va disparaître en tant que tel parce qu'il devient complexe, il devient de plus en plus petit. Alors la tablette a été un effet, mais aujourd'hui, dans le modèle, c'est le smartphone un peu plus agrandi qui est en train de prendre le pas sur l'action qui va correspondre à un entre-deux, ce qu'on appelle un device, et qui va nous permettre de nous connecter en tout temps et en tout moment. Dans le commerce, dans ce e-commerce que l'on a, effectivement, on va retrouver tout un tas de choses. Vous avez Apple aujourd'hui qui est en train de prendre des accords pour l'Apple Pay, donc dans votre smartphone ou dans les autres, dans un Android ou autre, on va insérer toutes ces cartes de crédit. Oui, parce que quand j'achète, on me demande chaque fois à la caisse, avez-vous votre carte du magasin? Je ne l'ai jamais, mais je ne peux pas l'avoir, parce qu'on a une carte Carrefour, Auchan, etc. Et les wallets vont permettre de stocker toutes ces cartes, aussi bien cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes qui vont permettre effectivement de stocker, parce que combien de fois on vous a demandé la carte, on ne l'a jamais cette carte, parce que c'est le bon portefeuille, le bon manteau, le bon sac. Donc aujourd'hui, le smartphone va encore plus être un outil qui va permettre de stocker une information. Alors c'est sûr qu'il va falloir véritablement le sécuriser. Alors je vous recommande, pour ceux qui ont des smartphones, de mettre des codes d'accès, etc. Parce que c'est un élément effectivement qui va être fragile. C'est une porte d'entrée de sécurité qui est fragilisée parce qu'on va tout mettre. Donc si vous mettez vos codes, vos cartes de crédit, etc., la sécurisation de l'information est importante. Et elle existe. Vous avez effectivement sur les codes la capacité, vous avez dans la production, les codes barres qui existaient depuis très longtemps, les QR codes qui ont été une information qui a été bien plus importante. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir tout un tas d'informations autour de ce e-commerce. Pourquoi aujourd'hui, si on prend un smartphone, vous avez de la géolocalisation. Ça veut dire, à l'instant T, on sait monsieur a utilisé son smartphone, mais on sait exactement qu'il est au Palais Brognard, à tel instant, qu'il est arrivé à telle heure, qu'il est reparti à telle heure, etc. Vous avez entendu cet été l'affaire du Pokémon Go, du Pokémon, effectivement, où là, on a une application et on va donner de la viralité au système. Ça veut dire qu'à travers quelque chose qui pourrait paraître anodin, je vais me promener, sortir, aller place de la Bourse, et j'ai envie de chercher quelque chose, mais je pourrais avoir une viralité en disant, mais effectivement, je vais aller chez McDo parce que je recherche un Pokémon Go, mais je peux proposer aussi. Aujourd'hui, dans les applications mobiles, vous avez ce qu'on appelle du push, où on vous pousse des applications si vous êtes dans un endroit ou un périmètre donné. Ça veut dire qu'à travers ça, quand vous regardez l'utilisation de l'utilisateur que nous sommes, parce que nous sommes devenus des produits, c'est ça qui est assez fabuleux. Bon, Facebook, avec 1,7 milliard d'utilisateurs, donne des applications gratuites, entre guillemets, c'est rien de gratuit. Parce que l'intérêt, c'est de savoir qui on est, comment, pourquoi et à quel moment. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années pour vous montrer la pertinence d'un smartphone lorsqu'on l'utilise. J'étais à Pise et à chaque fois que je vais dans un endroit, je prends mon smartphone et comme il y avait du Wi-Fi gratuit, je me suis connecté avec mon Social Connect, ça veut dire j'ai pris mon compte Facebook, j'ai dit oui, et à ce moment-là, il a transposé les informations et je me suis promené dans Pise et j'ai pu utiliser tous les moyens, m'expliquer l'histoire de la ville, etc. Je suis revenu dans ma petite ville de Carcassonne. Et là, quelques mois après, j'ai reçu un mail de l'Office du tourisme me disant « Monsieur, on vous remercie parce que vous êtes venu à Pise, j'espère que ça vous a plu, etc. » Ça, c'était le premier point. Quelques mois après, 6 mois après, j'ai reçu un autre mail, un peu plus, presque un an après. « Monsieur Chavernac, nous savons que vous êtes un chef d'entreprise, nous savons que vous êtes de nouvelles technologies, nous vous proposons de venir à Pise parce que nous proposons des terrains, etc. » Et aujourd'hui, je suis dans leur base d'information de données et je reçois systématiquement une information, parce que j'accepte, bien sûr, je joue le jeu, j'accepte l'information et je reçois l'information systématiquement dans l'identification. Et je suis devenu un produit. Comme vous avez dû remarquer, lorsque vous allez sur Internet ou sur un iPhone,
mais vous cherchez aujourd'hui un parapluie, et pendant 15 jours, on va vous proposer tous les parapluies du monde. Ben oui, parce qu'on va vous identifier. Il faut savoir que dans la campagne des dernières élections américaines, les électeurs, il y avait 232 identifiants par individu, par électeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les élections qui se sont produites aux États-Unis, l'information est tellement poussée qu'ils sont allés voir les gens sur leur sensibilité extrême, parce qu'ils ont tout découvert, leur goût, leur couleur, leur utilisation. 232 éléments en moyenne sur un individu, sur les bases de données. Ça montre toute la pertinence, toute la force. Mais dans ce schéma que nous vivons, dans ce numérique, il y a quelque chose qu'il faut, où je réagis, dont j'ai écrit un livre là-dessus, Le numérique, t'en souviens-t-il, où il ne faut pas subir, il faut réagir. Ça veut dire qu'en permanence, toute cette opportunité que nous avons sur ce numérique est fantastique et fabuleux si nous sommes acteurs. Si nous sommes acteurs, on pourra effectivement être moteur dans l'innovation, on pourra innover, on pourra effectivement disrupter et accompagner ce changement. Un élément qui est en train d'arriver, qui va être un élément fort, c'est la réalité augmentée. Aujourd'hui, on parlait du M-commerce, mais demain, on va vous parler du V-commerce. Du V-commerce, pourquoi ? Parce que cette réalité augmentée, on va avoir besoin, si vous voulez, de valoriser le produit. Ça veut dire, si je prends mon iPhone, je pourrais le montrer tout à l'heure à ceux qui le veulent, avec un marqueur, on n'a même plus besoin de QR code, on n'a plus besoin de smart code. Je peux prendre cette bouteille d'eau. Et si cette bouteille d'eau a été identifiée avec des marqueurs, je pourrais avoir toute son histoire. Ça veut dire qu'à travers ça, je vais avoir l'histoire de la personne qui l'a fabriquée, qui l'a transportée, si c'est une bouteille de vin, voir le viticulteur sur la bouteille de vin en réalité augmentée. Ça veut dire qu'on va avoir la bouteille de vin telle qu'elle est dans l'instant T, et on va voir le viticulteur se poser sur cette bouteille. Voilà. La réalité augmentée est un phénomène qui va grandissant, qui va toucher là aussi toutes les couches de la société, au niveau de l'éducation, au niveau du marketing, au niveau des outils, des produits, du savoir-faire. Si on va vous montrer effectivement la recette, vous pourrez voir la dinde tout à l'heure, cuite, et dire comment on l'a fait, uniquement en regardant la dinde et voir toute sa préparation. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de choses en perspective, beaucoup de promesses.